Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de livres que j'ai lus récemment. Ça fait quelques mois déjà que j'ai pas repris cette série et j'ai bien avancé dans mes lectures depuis. Donc je vais vous parler comme d'habitude de 4 livres que j'ai aimés ou détestés dans cette vidéo. Je vais vous les résumer brièvement et je vais ensuite vous donner mon avis dessus sans spoiler le contenu du livre parce que le but c'est évidemment ensuite que vous puissiez les lire si ils vous ont donné envie. Je rappelle également que mon avis n'engage que moi, il est subjectif et je vous demanderai donc de respecter mon opinion sur chacun des livres que je vais évoquer dans cette vidéo. Évidemment, vous pouvez débattre avec moi en commentaire si votre avis diffère du mien. Je vous laisse m'écrire si vous voulez en discuter plus profondément. Et moi, je vais donc vous présenter les 4 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit donc de ces 4-là. Et on va démarrer la vidéo par le livre qui a le plus fait sensation parmi les lecteurs cette année en tout cas. Il s'agit donc de La femme de ménage, un thriller écrit par une autrice qui a rédigé une suite à ce premier livre. Je crois qu'il y a en plus 2 autres romans qui ont été publiés à la suite. J'ai lu uniquement le premier et je vais m'attarder sur ce livre plus particulièrement parce qu'il a fait débat à juste titre dans la communauté des lecteurs sur les réseaux. La femme de ménage, pour vous le résumer brièvement, relate donc l'histoire de Millie qui est engagée comme femme de ménage chez un couple remarié. Nina, la femme qui va donc l'embaucher, a une fille et a épousé Andrew qui est donc son nouveau mari. Ils vivent donc tous les trois dans une maison assez bourgeoise, dans un quartier résidentiel très sécurisé. Elle va donc rencontrer cette femme qui s'avère être très spéciale, mais également sa fille qui a l'esprit un peu perturbé et qui va faire ressurgir certains éléments du passé et notamment des traumatismes qu'elle a subis à cause de sa mère très instable et très toxique. On retrouve dans ce livre la recette parfaite du thriller et on va découvrir au fur et à mesure une histoire qui cache bien des secrets. On a une relation très déséquilibrée entre les 2 époux Winchester. On a également de l'autre côté Millie qui souhaite simplement reconstruire sa vie de manière plus respectable qu'elle ne l'était jusque-là parce que elle s'est retrouvée à la rue à cause de son précédent emploi. Et avant d'être engagée par Nina, elle vivait dans sa voiture et elle sera hébergée donc dans la maison familiale, dans un grenier très mal isolé avec une fenêtre qui ne s'ouvre que de l'extérieur. Donc voilà, avec ce résumé et les quelques petits éléments qui peuvent paraître très perturbants, dérangeants, on a déjà une première idée de ce à quoi ressemble la lecture de ce roman. Et c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Je n'avais que des retours positifs sur ce roman. D'après ses avis donc, le dénouement était sensationnel et le déroulé de l'histoire était tout aussi intéressant que sa finalité. Donc je me suis empressée de l'acheter, je l'ai lu et j'ai été déçue. Je vais vous parler tout d'abord de ce qui m'a déplu dans ce livre, de ce que je n'ai pas aimé et ensuite je reviendrai sur la polémique qui a eu lieu autour de la femme de ménage. Je vais quand même vous mentionner ce que moi j'ai trouvé gênant dans le roman, ce que j'ai remarqué pendant ma lecture parce qu'il y a quand même quelques éléments qui sont assez flagrants. Pour le reste, je vous laisse faire vos propres recherches parce que d'autres en parlent bien mieux que moi et je ne veux pas répéter ce qui a été dit de nombreuses fois. Je vais juste vous donner tout d'abord mon avis sur le livre et ensuite je vous parlerai de ce qui est problématique dedans. Alors je rejoins la plupart des avis sur ce livre qui font de ce thriller psychologique l'un des meilleurs qui existent parce que j'ai été embarquée dans l'histoire du début à la fin. J'ai vraiment adoré et la fin du roman m'a beaucoup plu, mais je trouve que la hype sur ce livre a été largement exagérée. Alors oui, l'histoire est très bien, le scénario est incroyable, il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette histoire, la façon dont elle a été tournée, et la manière dont les événements s'enchaînent. Ce qui m'a beaucoup interpellée en revanche, c'est l'écriture. Très simple et très basique, moi ça m'a fortement dérangée et j'ai
pas été emballée plus que ça par la manière dont l'autrice l'a rédigé. Je trouve que pour un roman de ce genre, c'est peut-être moi après, mais personnellement j'en attendais beaucoup et j'avoue que là-dessus j'ai été un peu déçue. En dehors de ça, ce qui m'a plus particulièrement dérangée, et là je reste toujours sur mon avis sur ce livre, c'est la fin presque prévisible, on va dire. Il y a certains éléments, je rentrerai pas dans les détails parce que je ne veux pas vous spoiler, mais moi il y a certaines choses qui m'ont vraiment déplu à la fin du roman, notamment certaines relations qui pouvaient paraître presque évidentes et prévisibles, comme je le dis, et qui gâchent un peu la crédibilité du roman. J'ai presque l'impression que ça a été bâclé, sans vous mentir. J'ai bien aimé le retournement de situation, c'était très intéressant. Ça joue énormément sur le côté psychologique et mental du personnage principal, et c'est fait exprès. C'est pour ça que j'ai quand même bien aimé l'histoire, mais je trouve cependant que le livre est un peu trop surcoté pour ce que c'est. Et là, je vais rentrer dans ce qui a fait débat sur ce livre, notamment la manière dont est décrite Nina, censée être en surpoids, censée se laisser aller. Le problème réside principalement dans la manière dont Millie la regarde, la décrit, qui est à mes yeux extrêmement choquante, dégradante et grossophobe. C'est une description très exagérée des traits de Nina qui est parfois d'une extrême violence et qui, moi, m'a beaucoup marquée et choquée pendant ma lecture. C'est ça qui m'a sortie à plusieurs reprises parce que je trouve que la plupart des descriptions de Nina la désavantagent, la dévalorisent simplement à cause de son poids. Encore une fois, je ne sais pas ce que l'autrice a contre les personnes grosses, mais à l'heure actuelle, en 2025, je suis désolée, mais on ne peut pas écrire des choses pareilles délibérément, surtout auprès d'un public qui est très sensibilisé à cette cause-là, dans notre génération actuelle en tout cas, parce que ce livre vise une tranche d'âge aussi jeune que âgée, mais reste ancré dans notre réalité et dans notre contexte actuel. Donc à mes yeux, c'est inenvisageable de décrire des personnages de manière aussi discriminante, sachant que les mentalités ont quand même beaucoup évolué. Et en plus de ça, je trouve que la manière dont est décrit Andrew, très cliché, très préjugé, ou de manière plus générale, les hommes sont très sexualisés dans ce livre et c'est ce qui me dérange beaucoup. Les relations que Millie entretient avec les hommes sont forcément de l'ordre du désir, de l'attirance. Elle a forcément quelque chose derrière la tête quand elle pose le regard sur les hommes qui l'entourent dans cette maison où elle travaille désormais en tant que femme de ménage, et ça m'a beaucoup gênée parce qu'elle pose un regard déjà très dégradant sur Nina, mais également sur les hommes qui sont vus comme de simples objets sexuels, qui sont décrits de manière très exacerbée concernant leur physique, parfois très humiliante parce qu'on les résume uniquement à l'attirance physique qu'ils dégagent, et notamment Andrew qui est valorisé au détriment de Nina juste parce qu'il est trop beau pour être en couple avec sa femme en 2025. Je le répète, je trouve ça vraiment choquant et je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on continue de parler de ce livre au point de l'adapter en film. Je suis d'accord que c'est un énorme succès et je suis très contente pour l'autrice, mais j'espère que s'il est adapté en film, les réalisateurs feront preuve d'un peu de respect envers ces personnages qui sont très stéréotypés et au final qui en deviennent davantage des versions clichés d'eux-mêmes plutôt que de véritables personnages avec un fond, une personnalité qu'il aurait été intéressant de développer dans ce roman, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, donc pour moi ce livre reste une immense déception. Je vais passer ensuite à un livre qui m'a davantage plu, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et j'attends avec impatience la suite. Il s'agit donc de Peau d'âme. C'est une version alternative du conte original que l'on connaît tous et ce livre m'a énormément plu. Je crois qu'il se découpe en plusieurs parties. J'ai vraiment adoré ce livre parce que je suis une grande fan de Peau d'âne, qui est donc le conte original repris par ce roman. Dans les grandes lignes plus ou moins, parce qu'il ne respecte pas totalement
la version originale, mais il reprend en tout cas les éléments principaux du conte de Peau d'Âne. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'adorais lire ce livre, j'étais vraiment une grande fan de Peau d'Âne, donc quel plaisir de lire finalement une version plus moderne de ce roman adapté à un univers fantastique en plus. Vous savez à quel point j'aime ce genre de roman, donc forcément celui-ci ne pouvait que me plaire et ça a été un immense coup de cœur. Pour vous résumer ce roman, Blanche est donc une jeune fille qui vit enfermée entre les murs de son palais depuis toujours. Le palais d'or, régi par son père, cache de nombreuses richesses, dont un âne aux excréments d'or, qui permettent à ses habitants et à la famille royale de prospérer en paix, comme assiégés sur eux-mêmes, mais débarrassés de toute menace extérieure. Ils vivent donc en enclave depuis très longtemps, mais le roi souhaite renouveler ses alliances et veut donc promettre sa fille Blanche au mariage au fils d'un de ses plus grands ennemis. Sauf que Blanche refuse ce mariage, estime qu'elle est en âge de pouvoir régner à la suite de son père sans épouser quiconque. Mais malheureusement, vous le savez tous si vous avez lu le conte original de Peau d'Âne, le père s'entête dans ses démarches et souhaite donner un héritier au royaume pour qu'il puisse prospérer en paix et que quelqu'un puisse enfin lui succéder. Mais il ne trouve malheureusement pas d'épouse parfaite parmi les prétendantes. Il choisit donc sa fille qui refuse totalement ce mariage et qui décide de s'enfuir en pactisant avec une fée qui autrefois s'est fait enfermer par le roi du Palais d'Or, donc le père de Blanche, et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir enfin se venger. Et cette vengeance, elle va pouvoir la réaliser à travers Blanche. C'est là que tout explose et que commence ce périple pour Blanche sous une forme totalement différente de celle qu'on lui connaît d'habitude. J'ai vraiment adoré tout d'abord l'évolution des personnages dedans, parce qu'on va retrouver dans ce livre plusieurs personnages avec des personnalités très différentes, parfois même totalement effacées du récit, qui vont au fur et à mesure du roman se développer. On a un aspect très semblable, très similaire au conte original, tout en s'éloignant quand même de cette version pour renouveler un peu l'histoire de Peau d'Âne. Ce livre se détache complètement du conte dont il s'inspire, mais s'en rapproche quand même un peu et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment adoré la manière dont est décrite Blanche dedans, la manière dont son tempérament se développe, la manière aussi dont son personnage évolue aux côtés des autres. C'était très intéressant à suivre. Il y a parfois certains personnages qui peuvent nous paraître dérisoires, voire très secondaires, et qui en réalité passent au premier plan dans ce roman. Donc ça, j'ai vraiment adoré. C'est très rare que les personnages aient un changement aussi marquant dans les romans en général, surtout lorsqu'ils sont très effacés du récit principal. Mais là, vous verrez qu'ils ont tous leur importance et c'est ça que j'ai trouvé très touchant dans ce roman. L'histoire également de Blanche est extrêmement émouvante et m'a beaucoup peinée à de nombreuses reprises. On comprend mieux certaines de ses décisions, même si on ne les approuve pas toujours. Elle reste un personnage très intéressant que j'ai hâte de suivre dans de nouveaux romans, puisque j'en suis persuadée, il y aura certainement une suite à ce roman. Je ne sais pas si elle est encore sortie ou pas, j'avoue que je me suis pas trop renseignée, mais ce qui est certain c'est que je l'achèterai dès que je pourrai et je m'empresserai de la lire parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Peau d'Âne et j'ai vraiment hâte de retrouver Blanche et ses amis et de les suivre à nouveau dans leurs péripéties. Donc si j'avais un livre à vous recommander dans cette vidéo, ce serait vraiment lui. C'est une pépite absolue, une belle découverte et parmi toutes les nouveautés que je vais vous citer,
Franchement, c'est clairement l'une de mes meilleures lectures. C'est rare que j'ai de vrais coups de cœur pour un livre et j'avoue que ça arrive de temps en temps, mais pas aussi souvent que je le voudrais. Donc la plupart de mes lectures sont un peu ennuyantes et même parfois décevantes. Mais celui-ci, je l'ai acheté sans vraiment savoir quoi en penser, ni même sans avoir vraiment eu de retour dessus. Et franchement, je suis très contente d'avoir suivi mon instinct. Voilà, de toute façon, à partir du moment où ça s'inspirait d'un de mes contes préférés d'enfance, j'étais obligée entre guillemets de l'acheter, mais là franchement j'ai vraiment passé un bon moment et je regrette absolument pas. On va ensuite parler du livre qui nous a toutes et tous déchiré le cœur en tant que lecteur, vraiment un livre qui a fait énormément parler de lui cette année et qui nous a tous bouleversés. Il s'agit donc de Hunger Games. Lever de soleil sur la moisson, le dernier tome paru cette année il me semble, ou l'année dernière, je ne sais plus exactement, qui raconte donc les exploits d'Haymitch, entre grands guillemets, dans l'arène des 50e Hunger Games. Haymitch qui est un personnage que j'ai adoré détester, ou détesté adoré, je sais pas trop comment le dire, en tout cas dans les premiers romans Hunger Games, et pour lequel j'ai par la suite eu un immense coup de cœur, dont j'ai vraiment adoré suivre l'évolution tout au long de la rébellion menée par Katniss. On savait que Haymitch avait gagné ses propres Hunger Games et était l'un des rares dans le district 12 à les avoir remportés, puisque lorsqu'il devient mentor de Katniss et de Peeta, il participe, je crois, au 74e Hunger Games, il me semble, si je me souviens bien. Haymitch, quant à lui, participera au 50e Hunger Games, donc 24 ans avant Katniss, et en sera profondément traumatisé. Et quand on lit ce livre, on comprend mieux sa réaction, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il est comme ça dans le premier tome des Hunger Games du moins, parce que j'avoue que j'avais un regard un peu sévère, voire carrément dégoûté sur lui, et ce livre m'a permis de relativiser sur beaucoup de points le concernant, notamment sur son histoire qui est absolument horrible. Je pense qu'on a été nombreux à avoir été très touchés par la fin de ce livre. Beaucoup en ont pleuré, je comprends, parce que c'est un livre qui nous touche au plus profond de nos émotions et qui va chercher l'horreur là où on n'imaginait pas qu'il puisse en avoir davantage. Donc je sais pas si c'est vraiment utile de le résumer, mais je vais quand même le faire. Haymitch est donc le fils aîné d'une petite famille comprenant donc son frère et sa mère. Il est en couple avec une jeune Covey. Je pense que pour ceux qui ont lu la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, vous savez que les Covey sont un groupe qui se déplace de district en district et qui s'est établi avec Lucy Gray quelques années plus tôt, donc au temps de la jeunesse de Snow. Au district 12. Lenore Dove est donc la petite amie d'Haymitch à ce moment-là et l'une des descendantes des Covey et donc sûrement de Lucy Gray. Ils sont ensemble donc et mènent une vie paisible jusqu'au jour où les 50e Hunger Games déclarent que les tribus envoyées dans l'arène ne seront pas au nombre de 24 mais 48. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, chaque année, 2 tribus par district sont appelées à combattre dans l'arène. Il y a donc 12 districts, ce qui fait 24 tribus. Et je sais plus exactement comment ça se passe, je crois que c'est tous les 25 ans, si je me trompe pas. Les règles changent légèrement. Je sais que pour Peeta et pour Katniss, lors des 75e Hunger Games, par exemple, c'était tous les vainqueurs qui étaient encore vivants, tous les vainqueurs des derniers Hunger Games encore en vie, devaient retourner combattre dans l'arène. Et bien là, pour Haymitch, c'est non pas 24 tribus qui sont appelées à s'entretuer, mais 48, on double le nombre, et donc ce qui fait non pas 2 tribus par district, mais 4, dont Haymitch, qui sera appelé ce jour-là à rejoindre le Capitole pour combattre 47 autres enfants du même âge plus ou moins que lui. Sachant, et je tiens également à le mentionner, le 4 août est donc le jour annuel de la moisson, mais également celui de l'anniversaire d'Haymitch. Et il va donc se retrouver face à 47 autres tribus dans l'arène des Hunger Games, sachant qu'on sait pertinemment qu'il a survécu à ces jeux.
donc il n'y a pas vraiment de suspense à ce niveau-là, mais malgré tout, l'autrice a réussi à en créer. Je saurais pas trop comment détailler ça, mais on connaît tous pertinemment la fin de chaque Hunger Games. On sait très bien qu'il n'y a qu'un seul vainqueur qui peut ressortir de l'arène vivant, et évidemment pour Haymitch, ça ne fait pas exception, mais malgré tout, on a quand même espoir qu'il y ait quelque chose de différent cette fois-ci, alors qu'en général, les jurys ne font aucune exception, donc c'est impossible que quelque chose de ce genre arrive, sachant surtout que ce n'est que quand Katniss participera à ces Hunger Games respectifs que la révolution sera vraiment lancée, avec elle en égérie, en symbole de cette rébellion. Donc on sait pertinemment que ce n'est pas à l'époque d'Haymitch que ce genre de choses risquait d'arriver, mais je pense ne pas avoir été la seule à espérer bêtement que ça arrive et à avoir été profondément choquée par la fin de ce roman. Je le répète, hein, mais c'est vraiment un traumatisme pour ceux qui se préparent à le lire, qui ne l'ont pas encore lu ou qui envisagent de le faire. Soyez prêts, soyez bien accrochés parce que la fin est extrêmement douloureuse et on est persuadé en fait qu'il ne peut pas arriver quelque chose de pire que ce qui s'est déjà passé précédemment. Et pourtant, on finit tous par être surpris, peut-être de la mauvaise façon, mais c'est ça qui m'a fait en tout cas adorer cette histoire. Et on comprend beaucoup mieux sa dépendance à l'alcool dans les Hunger Games classiques, mais également ses réactions qui peuvent nous paraître parfois excessives ou lourdes. J'avoue que ça m'a fait beaucoup relativiser sur le personnage et que j'ai davantage apprécié Haymitch après avoir lu sa version des Hunger Games que avant. Donc vraiment, si vous adorez les Hunger Games et que vous ne l'avez pas encore lu, mais foncez, parce que c'est une pépite absolue, même si c'est un crève-cœur. On va terminer cette vidéo par une romance qui se nomme donc Océan. C'est un sacré pavé comme vous pouvez le voir, mais par contre le jaspage est absolument magnifique, vraiment. J'ai eu un coup de cœur pour la couverture de ce livre et pour le jaspage, mais j'avoue que l'intérieur du livre m'a profondément marquée, choquée, perturbée, je sais pas quel est le mot exact, mais il y a de nombreux trigger warnings à ce livre et si on est très sensible à ce genre de sujet, je vous déconseille fortement de l'acheter parce que ça a été un livre très difficile à lire. Pour vous le résumer, on suit donc l'histoire d'Adam qui est un jeune lycéen et qui se retrouve dans un établissement très loin de sa famille, confronté depuis la rentrée scolaire à du harcèlement, d'une violence extrême. Il va donc rencontrer au milieu de toute cette violence un jeune homme très mystérieux, très sombre, qui répond au nom de Jian, qui cache de lourds secrets et qui peut paraître au premier abord froid et impénétrable et qui se révélera, qui se dévoilera davantage à Adam au fur et à mesure. On peut présumer, juste avec ces quelques éléments, que l'histoire semble évoluer pour Adam de la meilleure des façons, qu'il trouvera du réconfort dans cette relation et qu'il arrivera à se débarrasser de ses harceleurs et des démons qui le hantent, parce qu'il est également victime de dépression et je pense d'autres maladies mentales qui n'ont pas été identifiées dans le livre. En tout cas, on n'évoque que la dépression. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça parce que la description de Jian vous laisse présager que ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. En tout cas, pour quelqu'un comme Adam qui a besoin de stabilité, Jian n'est clairement pas la meilleure personne pour lui apporter ce dont il a besoin et à de nombreuses reprises on en aura la preuve dans ce roman et j'avoue que c'est ça qui m'a énormément dérangée. J'ai vraiment bien aimé le fond de l'histoire, je l'ai trouvé très intéressant, on parle d'un sujet extrêmement sensible et tabou dont il est important de traiter, surtout dans les romans d'aujourd'hui. Même si cette histoire relève de la fiction, c'est quand même quelque chose qui fait partie, qui est ancré dans la réalité de beaucoup de personnes actuellement malheureusement, mais peu importe le degré, le harcèlement est absolument méprisable et surtout il est condamnable en justice. C'est vraiment un sujet très difficile à traiter
très complexe et surtout d'après ce que subit Adam, ce harcèlement est progressif. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agit de moqueries, de remarques déplacées, de jalousie non dissimulée parce que Adam a de très bons résultats scolaires et les deux camarades qui le harcèlent sont tout simplement jaloux. Mais c'est un harcèlement également qui va basculer de plus en plus vers la violence psychologique, la violence physique. C'est extrêmement difficile à lire et je vous assure que j'ai eu du mal à terminer ce livre à cause de tout ça. Les répercussions sur la santé mentale d'Adam n'en sont que plus horribles à lire. On a vraiment accès à une part de son esprit qui bascule peu à peu vers l'autodestruction, vers les pensées vers la dépression tout simplement. C'est tout un schéma qui se met en place dans son cerveau qui devient répétitif et qui plonge peu à peu notre héros dans les abysses de l'océan. C'est le nom de toute façon du roman qui est très révélateur. Et on a en permanence des références justement à cet océan dans lequel Adam sombre de plus en plus. J'avoue que si Gian avait été écrit d'une meilleure façon, s'il avait été davantage attentionné, précautionneux et bienveillant envers Adam, on aurait eu quelque chose de plus agréable à lire. Mais Gian est un personnage torturé également, il est extrêmement compliqué à vivre, il a également de nombreux problèmes psychologiques. Je trouve ça très bien de les évoquer dans ce livre, mais je pense que pour parler de harcèlement, il vaut mieux prendre parfois du recul sur les personnages qui entourent celui qui en est victime. Et à mon avis, Gian n'était pas le meilleur choix pour Adam. En tout cas, lorsqu'ils se rencontrent, je pense que ce harcèlement a laissé suffisamment de séquelles à Adam pour qu'il n'ait pas besoin de se préoccuper de problèmes plus graves que ce qu'il vit déjà, et Gian va en apporter de nombreux autres, beaucoup trop à apporter pour les frêles épaules d'Adam qui s'effondrent de plus en plus tout simplement. Et j'avoue qu'on aurait pu traiter d'une meilleure manière ce sujet-là, et surtout le sujet de la santé mentale qui est extrêmement important et qui est encore beaucoup trop tabou dans notre société actuelle. Et je pense que j'aurais davantage apprécié ce livre s'il n'y avait pas le personnage de Gian qui vient un peu déséquilibrer tout ce sur quoi repose ce roman. Donc c'est un roman que j'ai apprécié lire, mais comme je vous le disais, qui m'a légèrement interpellée. Donc je ne pense pas vous le recommander si vous êtes concerné par ces sujets-là. Mais si vous êtes quand même curieux de le découvrir, prenez du recul sur les personnages. Parce que ça reste une lecture assez compliquée. L'autrice évoque volontairement quelque chose de difficile. On parle quand même de sujets extrêmement sensibles et délicats, et c'est compliqué d'en parler dans une œuvre de fiction pour le rendre le plus réaliste possible, tout en préservant quand même certains éléments. Donc je reste assez mitigée sur ce livre. C'est pas un roman coup de cœur, je l'ai pas non plus détesté, mais disons que je ne l'ai pas vraiment apprécié. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je le disais au début de la vidéo, je vous invite à me retrouver en commentaire si vous voulez parler plus précisément des lectures que j'ai évoquées dans cette vidéo, si vous voulez me détailler votre avis sur chacun des romans que j'ai mentionnés. Je suis ouverte au débat, il n'y a aucun problème. Moi en attendant, je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous très fort. Salut!